Gilles et Monsieur Amar. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, Je pense merci. que les micros sont coupés. Bonjour à tous les deux et merci à tous ceux qui ont pu nous rejoindre sur le salon virtuel qui va traiter du thème de la transformation digitale au sens vraiment large. Je suis Tanguy Tepo, je suis directeur des marchés chez Legal Suite et donc je suis accompagné aujourd'hui de Mme Anna Sandroine Gilles, directrice juridique de CFAO, et de M. Eric Amar, General Counsel de Bolloré Transport et Logistique. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la main pour vous présenter en quelques mots, ainsi que votre société et votre activité. Et ensuite, on ira directement dans le vif du sujet. Très bien. Honneur aux dames. Très bien. Je m'appelle Anna San Juan, donc je suis la directrice juridique du groupe CFAO. Le groupe CFAO, c'est une société française, mais la plupart de nos activités sont réalisées sur le continent africain et outre-mer. Donc, on a environ 150 filiales opérationnelles, notamment en Afrique. On est implanté dans la plupart des pays africains, en plantation directe environ une quarantaine de pays. Et on travaille sur plusieurs secteurs d'activité, notamment l'automobile, en fait. Donc, c'est le plus large réseau de distribution en Afrique. Et puis aussi des activités comme la pharmacie, donc les biens de consommation et les nouvelles technologies et l'énergie. Donc, on est environ 15 000 collaborateurs partout dans le monde. En fait. Très bien. Merci pour ces éléments. Monsieur Amar. Oui, donc je m'appelle Eric Amar, je suis le directeur juridique de Bolloré Transport et Logistique. Bolloré Transport et Logistique, comme son nom l'indique, c'est la filiale transport et logistique du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a deux gros pans d'activité qui regroupent à peu près 80 000 personnes. Et en gros, c'est le transport et c'est la communication. La communication, c'est la plus connue, c'est Vivendi et ses filiales, dont certains d'entre vous les connaissent, je crois, c'est Canal+, par exemple, Universal Music aux États-Unis. Donc ça, c'est à peu près 40 000 personnes. Et ce n'est pas la partie dont je m'occupe. Moi, je m'occupe de la partie transport et logistique, qui regroupe à peu près 35 000 personnes, je crois, quelque chose comme ça, qui fait un chiffre d'affaires d'à peu près 8 milliards. Et qui est un petit peu comme CFAO, on est quand même pas mal basé en Afrique, puisque sur les 40 000 personnes dont je vous parle, il y en a à peu près 25 000 en Afrique, mais 15 000 ailleurs dans le monde. On est présent dans 90 pays, je crois, à peu près, et dans les métiers du transport et de la logistique, c'est-à-dire le transport lui-même, l'organisation de transport, mais aussi la gestion de flux logistiques, de flux de marchandises et de flux de données, notamment informatiques. Et nous sommes également un concessionnaire portuaire et ferroviaire, donc on opère des terminaux portuaires et ferroviaires, principalement en Afrique. Par rapport à ce que Anna a dit, donc nous avons quelques points communs avec CFAO, qui se trouve d'ailleurs être un de nos clients par ailleurs. Au niveau de l'organisation juridique, parce que ça me semble important de la préciser dans le cadre des projets digitaux que nous avons en cours, on a une équipe centralisée de direction juridique centrale de Bolloré Transport qui regroupe 27 personnes, 27 juristes. Mais surtout, on a une population d'une centaine de juristes partout dans le monde, dont la grande majorité en Afrique et une petite dizaine en Asie. Voilà, donc cette description de l'organisation va sans doute expliquer les démarches et puis les choix que nous avons faits en termes de digitalisation. Très bien. Merci pour ces éléments. Un petit mot rapide pour notre auditoire, pour vous indiquer que vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Les traitements de séance aussi. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On sort d'une période actuelle un petit peu compliquée. Il serait malgré tout assez réducteur de penser que le phénomène de digitalisation a démarré avec la période que nous avons connue. Donc, je démarrerai par un sujet un peu plus global. Quels sont aujourd'hui les challenges, selon vous, que doivent relever les départements juridiques? Je commence les balles, Eric. Je dirais qu'aujourd'hui, les challenges des directions juridiques dans un monde qui est en mutation permanente, où l'environnement économique et juridique est quand même très complexe, où il y a les rôles des juristes se développent davantage. Je dirais aujourd'hui qu'un des challenges des directions juridiques, c'est de faire plus
avec moins des moyens. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution de résoudre cette équation qui semble un tout petit peu insoluble. Il faut être constamment à la recherche de l'efficacité, de la productivité, hein, en permanence. Donc, les outils digitaux, de mon point de vue, si ce n'est pas la réponse, en tout cas, c'est une partie à la réponse, hein, pour trouver l'efficacité, la productivité, puisqu'on doit faire plus avec moins des moyens. Et pour gagner en efficacité, pour lancer des projets digitaux qui sont consommateurs des temps, il faut savoir concilier les temps courts et les temps longs, ce qui est, de mon point de vue, pas aussi simple que ça. Nous, juristes d'entreprise, on est tous confrontés à des situations un peu équivalentes. On est très pris au quotidien, à part la gestion des dossiers techniques, les uns plus urgents que les autres. Donc, c'est compliqué à un moment donné de lever la tête, de prendre les temps et puis l'énergie aussi pour s'élancer dans des projets qui sont consommateurs des temps, même si c'est nécessaire et qu'à un moment donné, on va gagner du temps par la suite, mais c'est compliqué de dégager ces temps. Pourtant, c'est tout à fait nécessaire parce que si à cause de la gestion du court terme, du temps court, on ne lance pas des projets comme des projets digitaux, on risque de compromettre un tout petit peu l'avenir en fait des directions juridiques. Donc, je dirais ça, c'est un véritable challenge des directions juridiques, et je dirais pas que des directions juridiques, de manière générale. Après, je dirais, une des priorités aujourd'hui aussi, c'est de rendre les droits accessibles, en fait. C'est vraiment important et pour les rendre accessibles, ça passe aussi par sensibiliser davantage aux aspects juridiques des équipes opérationnelles. C'est important, cette sensibilisation, surtout, comme je disais tout à l'heure, dans des environnements juridiques et économiques complexes, de plus en plus. Et il faut aussi, quelque part, rendre l'information disponible de la manière la plus simple possible. Et pour ça aussi, je pense que les outils digitaux peuvent apporter des réponses pertinentes par rapport à cette priorité, me semble-t-il, qui est avoir un accès facile aux droits. Et puis, pour moi, une des vrais challenges aujourd'hui des directions juridiques, surtout avec les thèmes qui nous occupent aujourd'hui, qui est la digitalisation, c'est qu'il faut qu'on s'inscrit dans une dynamique, quelque part, des changements en permanence, en fait. Les mondes évoluent, nos métiers évoluent, il faut que nous, on arrive à évoluer avec, et il faut vraiment qu'on intègre les développements des outils digitaux qui sont centraux aujourd'hui. Il faut qu'on les intègre dans notre travail au quotidien. Et là, encore une fois, ça demande justement de concilier ces deux temporalités, la limite opposée, qui est les temps courts et les temps longs, qui est vraiment un véritable challenge pour toutes les directions juridiques. Mais de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, dans un monde qui évolue, nous, les juristes, il faut qu'on change de type, qu'on change de logiciel, en l'occurrence, pour rester dans les thèmes. Et il faut vraiment qu'on évolue avec, pour donner un service plus pertinent et plus à l'air du temps aux opérationnels. Monsieur Amar, de votre côté, est-ce que vous voyez des priorités à traiter actuellement? Alors, d'abord, en termes de challenge et disons, d'attente, pour moi, on a deux types de challenges. D'abord, de répondre à ce que nous demande notre direction générale et nos actionnaires, c'est-à-dire qu'est-ce que les actionnaires ont en tête, qu'est-ce que la direction générale a en tête lorsqu'elle a décidé de mettre des moyens souvent importants dans des directions juridiques internes. Donc, qu'est-ce qu'elle veut et est-ce que, au passage, cette volonté de l'entreprise est conforme à la stratégie du directeur juridique, la directrice juridique et des responsables juridiques de manière générale. C'est important qu'il y ait une convergence de stratégie entre ce que veut l'entreprise, entre ce que veulent ses dirigeants et ce que peut et ce que veut faire la direction juridique, personnalisée par son dirigeant principal et ses managers. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est seulement si on a répondu et qu'on a une convergence un petit peu dans ces deux stratégies qu'on peut faire quelque chose, finalement. Dans le cas contraire, je crois qu'il faut que soit la direction générale, soit le juriste s'en aille. En général, ce sera plutôt le juriste. Mais il faut qu'il y ait quand même, je plaisante bien entendu, mais je veux dire par là, il faut qu'il y ait quand même une convergence sur ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a fait ça, et je pense que aussi bien Anna que moi, on a la chance de vivre dans des groupes qui sont tout à fait valorisants au niveau des juristes,
Et donc, les attentes et les challenges sont tout à fait positifs. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, ça fait une trentaine d'années que je fais du droit des affaires en entreprise. Ça fait au moins 20 ans que la direction juridique et les juristes ont acquis une notoriété, une implantation, une puissance, j'allais dire, et pour tout dire, un pouvoir même, qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est à la fois un bien, évidemment, c'est quelque chose de très positif, mais c'est aussi un enjeu. C'est aussi un enjeu, c'est-à-dire que plus vous êtes visible, plus vous êtes à l'intérieur des décisions de l'entreprise, et plus on va être exigeant avec vous. Dans les cultures d'entreprise des années 70, où le juriste n'était pas un juriste, c'était un chef du contentieux à qui personne ne parlait, je dirais que peut-être qu'il s'embêtait un petit peu, peut-être par moment, mais en tout cas, il n'était pas stressé, quoi. Il ne risquait pas d'avoir d'infarctus ou d'ulcère de l'estomac, puisqu'il n'était pas plongé, si vous voulez, dans les enjeux stratégiques et dans les stress, si vous voulez, qu'ont toutes les entreprises et tous les patrons. Aujourd'hui, on a cette chance et cette malchance. Pour moi, c'est une énorme chance, évidemment, mais certains pourront dire que c'est une malchance. On est complètement intégré dans l'entreprise et donc on a les avantages et les inconvénients. Ce qui veut dire qu'en termes de challenge, on a donc quelque chose à délivrer à notre direction. Mais on a aussi à délivrer à nos juristes. C'est-à-dire que par la façon de travailler, par la stratégie qu'on va mettre en œuvre, par les outils qu'on va mettre à disposition, et notamment digitaux, on va délivrer un message de motivation ou de démotivation à nos juristes. Et des juristes qui se retrouveraient, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes sont subjectifs, ils peuvent avoir des perceptions négativement subjectives, et bien à tort ou à raison, lorsque vous présentez à vos juristes des plans de développement basés par exemple sur des accroissements de moyens, que ce soit des recrutements physiques, que ce soit des augmentations de fonds de commerce, si je puis dire, des acquisitions de sociétés, mais aussi des moyens digitaux, vous leur délivrez, d'une part, vous leur délivrez un message très positif qui est, ben voilà, vous voyez, on met des moyens en place et tout ça. Et de l'autre, et c'est tout à fait intéressant aussi, vous leur donnez un petit coup de pied aussi au derrière en leur disant, maintenant, il va falloir te bouger puisque tu vas avoir un challenge, un changement, une conduite de changement à faire. Donc voilà, les attentes et les challenges sont à la fois énormes, mais à mon avis extrêmement positifs et motivants. Ok, merci pour l'ensemble de ces éléments. Donc, on constate qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont effectivement à mener, qui sont des chantiers récurrents, que ce soit à court ou moyen terme. On comprend aussi que la digitalisation peut être un moyen pour répondre aux différents enjeux, aux différents challenges. Alors justement, quel constat portez-vous aujourd'hui sur la digitalisation des équipes juridiques? Vous laissez une image. Moi, je dirais que de manière générale, les confinements ont quand même montré que la digitalisation des entreprises est quand même perfectible. Bon, les directions juridiques, je pense qu'on est peut-être un tout petit peu plus à la traîne sur ces sujets. Mais je pense que les confinements aussi, il a montré quelque chose de très positif. Il faut toujours positiver par rapport à tout ce qui nous arrive. Mais ce qui nous a montré, c'est que quand on est face aux besoins, face à la nécessité, on peut réagir très rapidement et que finalement, on peut les faire. On s'est digitalisé quand même très rapidement pour pouvoir faire face à cette période de confinement, au télétravail, à tout ce qui va avec. Et ça nous a montré qu'on est capable, que c'est possible, quand on est vraiment face à la contrainte, face aux besoins, c'est possible. Je dirais qu'aujourd'hui, la digitalisation des directions juridiques, ce n'est plus un choix en réalité. Il y a quelques années, avoir une direction juridique digitalisée, ça pouvait nous donner un coup d'avance, on pouvait être un tout petit peu à l'avance sur son temps. De nos jours, si on ne met pas des actions qui vont dans l'essence de la digitalisation, à ce moment-là, on va pas rattraper les retards en réalité. Si vous me permettez, si j'emprunte par exemple une des phrases de notre tout nouveau Premier ministre au sujet de l'écologie, il a dit « ce n'est plus une option ». Je dirais que pour la digitalisation des directions juridiques, ce n'est pas une option aujourd'hui non plus. C'est vraiment quelque chose de nécessaire, de mon point de vue. Monsieur Amar, de votre côté, quel constat adressez-vous? Un petit peu similaire. Toutefois, sur la partie purement Covid, sur la partie purement confinement, en ce qui me concerne, j'avais des doutes sur notre double capacité, je parle des directions juridiques, à pouvoir travailler ensemble mais à distance, premier doute. Et deuxième doute, j'avais un doute technologique. Je me disais, c'est pas possible
les bandes passantes étant ce qu'elles sont, on ne pourra pas tenir de réunion digitale, on ne pourra pas se voir sur Teams, sur Zoom, ça ne va pas marcher, ça va être terrible, etc. Et dans les deux cas, j'ai eu d'excellentes surprises. C'est-à-dire que d'abord au niveau techno, on a vraiment assuré. Je parle au niveau de l'entreprise, ce n'est pas moi personnellement, bien sûr, mais nos DSI, enfin nos gens de l'informatique et de la techno en général ont vraiment assuré, ont travaillé jour et nuit. Et on a eu vraiment à notre disposition des outils qui marchent. Donc, on ne pourra pas prendre le prétexte technologique pour dire « Ah mais non, je ne peux pas faire, je n'ai pas réussi, c'est affreux », pas du tout. Enfin, en tout cas, pas dans l'expérience que j'ai eue. Et la deuxième très bonne nouvelle également, c'est que le confinement et surtout le télétravail a été très harmonieux, très rapide, et en tout cas, pendant une première période de, disons, 30 à 45 jours, ça a été une période quasiment, j'allais dire, non pas d'euphorie, mais en tout cas de grand confort, puisque donc la techno marchait, et donc les équipes ont travaillé de manière différente, avec plus de rendez-vous formels, enfin formels, je veux dire avec des dates, plus de réunions digitales, hein, toujours les mêmes, et avec au moins deux grands avantages. Le premier, c'est qu'à une réunion digitale, vous êtes, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes à l'heure, arrivé à l'heure. Et alors que personnellement, je suis toujours en retard, et je suis toujours en avance aux réunions digitales, je ne peux pas vous dire pourquoi. Là, d'ailleurs, on s'est connecté juste avant de vous accueillir tous, là, les autres participants, et je crois qu'il y avait au moins 3 ou 4 d'entre vous qui étaient connectés déjà à 5 minutes avant la réunion. Donc ça, c'est excellent, c'est-à-dire qu'une réunion digitale se tient de manière beaucoup plus objective et beaucoup plus professionnelle, finalement, qu'une réunion physique. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais enfin, ça arrive assez souvent. Maintenant, tout ça, ça a une limite, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, pendant un mois, on a adoré se parler comme ça, on était tous en caméra, on était ravis et tout ça, on pouvait travailler très, très bien, on était très concentrés. Maintenant, au bout de 30 à 45 jours, il y a eu un petit mouvement de déprime dans les équipes, hein, je dois dire. Enfin, quand je dis déprime, c'est peut-être exagéré, mais de démotivation en tout cas. Les gens en avaient marre d'être chez eux, etc., etc. Donc, ce n'était pas non plus la panacée. Et il ne faut pas non plus entrer dans l'excès inverse, qui était de dire qu'à partir de demain matin, toutes les entreprises seront à 100% en télétravail. Ça ne me semble pas du tout souhaitable. Si c'est ça la question, en tout cas, j'y réponds par avance. Par contre, le télétravail à une dose professionnelle et adaptée à la culture de l'entreprise et à ses activités, c'est une excellente chose. Je partage complètement dans votre avis, Eric. Effectivement, par rapport au télétravail, pareil, on fait grosso modo les mêmes constats. Déjà qu'on arrive ponctuel à toutes les réunions, donc ça, je vois qu'on n'est pas les seuls, comme quoi il y a des points positifs. Et effectivement, par rapport au télétravail, je suis d'accord avec vous. C'est comme tout dans la vie, c'est une question de mesure. Hein. Donc, un tout petit peu de télétravail, ça nous permet peut-être d'avancer sur des sujets un peu plus de fond sans s'être dérangé toutes les 3 minutes. Effectivement, trop de télétravail, finalement, ce n'est pas non plus une bonne solution. Donc, tout est dans la mesure, en quelque sorte. Très bien. Je suis ravi d'entendre ces éléments, parce que c'est vrai que c'est des éléments qui sont plutôt partagés d'ailleurs chez Legal Suite. J'ai entendu quelque chose d'intéressant, c'était qu'aujourd'hui, la digitalisation n'était plus forcément un choix, mais devenait presque une nécessité compte tenu de ce qui s'est passé, et même tout simplement pour être dans l'air du temps. Ça m'amène à ma question suivante. Aujourd'hui, on va dire, comment est perçue la digitalisation par les équipes juridiques, vraiment les acteurs de ce sujet? Moi, je dirais que les équipes juridiques, malgré les apparences, ce sont des équipes quand même très diverses. Il n'y a pas un modèle type des juristes. Hein. C'est une population vraiment très, très diverse, hein, malgré les apparences qu'on peut avoir. Donc, il n'y a pas de réponse, je dirais, générale à la question sans tomber pour autant dans l'erreur. Après, effectivement, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même identifier des tendances, ou plutôt, en l'occurrence, des non-tendances. Je pense que les équipes juridiques, les métiers du droit, de manière générale, on n'est pas forcément la population la plus geek au monde. On ne fait pas preuve d'une appétence débordante pour les nouvelles technologies. Quoique maintenant, les nouvelles générations, ils sont beaucoup plus à l'aise et tant mieux. Donc voilà, si on généralise et qu'on tombe un tout petit peu dans l'erreur par définition, je dirais que ce n'est pas des populations très geeks à la base. Cela dit, après, on peut voir la même chose de manière différente, voire opposée. Je dirais qu'il y a plusieurs courants. Il y a encore aujourd'hui les courants des juristes qui considèrent les nouvelles technologies, les numériques de manière générale, et encore plus l'intelligence artificielle comme une menace, en fait, pour la fonction des juridiques, ou en l'occurrence la fonction des juristes.
considèrent qu'à un moment donné, on va être remplacé pratiquement par des machines. Bon, ça, c'est un courant qui est toujours là, hein, même si ça s'est réduit de plus en plus. Et puis, il y a un autre courant qui n'est pas forcément composé par des gens qui sont très geeks à la base, qui voient plutôt la digitalisation plutôt comme une opportunité, hein, comme un compagnon des travaux au quotidien qui va les rendre plus efficaces, hein, qui va remonter quand même leur productivité, qui va créer même de la valeur et qui va nous permettre, nous juristes, de se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée. Là, on a véritablement un mot à dire, en fait. Donc, et ça, c'est important. Je pense que de plus en plus, ces courants-là, qui sont un courant un peu plus optimiste, ça se développe davantage. Après, effectivement, il n'y a pas de réponse unanime. Encore une fois, c'est des équipes très diverses. Donc, il n'y a pas une seule et unanime réponse à la question, je dirais. En ce qui me concerne, j'ai des points où je vous rejoins, Anna, et puis des points où je suis un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus nuancé peut-être, je ne sais pas, ou en tout cas différent. D'abord, la digitalisation, pour moi, ça va vous étonner, mais pour moi, la digitalisation dont on parle ces jours-ci, enfin depuis quelques années, disons, pour moi, ce n'est pas le vrai événement. C'est pas là que je date le changement technologique et le changement de méthode. Personnellement, en tant que juriste d'affaires, pur et dur, je date le changement technologique à l'utilisation d'Internet dans le travail juridique. Et ça fait bien 25 ans. Hein. C'est là, à mon avis, qu'on a eu une rupture. Et donc, c'est là qu'on a commencé à comprendre et à se préparer à finalement la deuxième vague, si je peux dire ces mots un petit peu maladroits dans ce cadre de Covid, mais la deuxième vague de la techno, si vous voulez, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation. Mais en fait, le vrai changement pour le juriste, à mon avis, et pour ça, éventuellement la menace dont vous parliez, Anna, c'est Internet finalement. C'est-à-dire le fait que aujourd'hui, vous avez un problème de droit, vous le googlisez et vous allez trouver des tas de choses dedans, des articles, des commentaires, de la connaissance pure et dure. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça date d'Internet. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu Internet, les juristes, donc il y a, disons, je ne sais pas, 25 ans peut-être, hein, on s'est retrouvé challengé par, non pas par les machines, mais par un accès plus facile à l'information. Et là où le juriste était finalement très à l'ancienne, de manière complètement, à mon avis, préhistorique d'ailleurs, il était respecté parce qu'il avait accès à une information qui n'existait pas ou qui n'était pas accessible. Et donc, il était, entre guillemets, respecté comme un sachant d'une information finalement assez absconse. Internet nous a donné à la fois un grand coup de pied aussi au derrière, mais aussi un gros challenge. C'est-à-dire qu'Internet a donné la substance de l'information accessible à tout le monde, à n'importe qui, même le plus débile, excusez-moi, qui serait capable de taper 3 touches sur son ordinateur. Et du coup, le juriste a dû changer de dimension. Il a dû devenir non pas quelqu'un qui crache de l'information, mais quelqu'un qui amène une analyse, et c'est le mot que tu utilisais, Anna, la plus-value, la valeur ajoutée. L'information, elle est ouverte. Elle est ouverte. Il y a 25 ans, il y avait encore des discussions dans les directions juridiques pour savoir si on devait partager nos modèles de contrat. Et il y avait certains qui disaient « Ah, mais c'est pas possible, si tu partages un format Word, n'importe qui pourra l'utiliser, n'importe qui pourra le rédiger. » Mais je réponds, et je répondais déjà il y a 20 ans, mais be my guest, utilisez-les. Mais vous allez voir que vous qui n'êtes pas juriste, vous qui n'avez pas la pratique, vous qui ne connaissez pas le droit des affaires comme nous et l'entreprise comme nous, vous ne ferez pas le même travail. Et donc, on n'a pas à se sentir menacé par ça. Et je pense que autant on n'a pas été menacé et même on a gagné en intérêt de travail avec Internet, autant c'est certain, enfin, excusez-moi d'être un peu tranché, mais c'est à mon avis très probable qu'on va tout à fait prendre le virage digital. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Par contre, et ça, je me permets d'être un petit peu provocant là-dessus, il faut aussi que la population des juristes, en tout cas, se regarde bien en face, y compris avec ses défauts. Vous disiez, Anna, tout à l'heure, que les juristes sont par nature pas trop des geeks, qu'il y a des clivages entre les jeunes générations et les gens les plus âgés. C'est certainement vrai. Maintenant, il faut aussi qu'on se regarde en face. Le juriste, de manière générale, n'est pas assez flexible. Il est trop rigide. Il a trop tendance à s'accrocher à des choses qui existent déjà. Et le juriste doit évoluer de ce point de vue-là pour devenir, j'allais dire, bankable. C'est-à-dire qu'il soit capable de répondre vraiment de manière égalitaire et avec un pouvoir accru sur les demandes des directions générales. Si les juristes restent dans leur coquille à attendre que ça se passe et à rester sur on faisait comme ça avant,
eh ben, ça va être la mort de la direction juridique en tant que telle. Et s'ils résistent aux évolutions techno, eh bien, ils vont être balayés. Et je vous le dis franchement de manière brutale, dans la direction juridique que j'ai la chance de diriger, je suis assez peu empathique envers les gens qui pleurnichent parce qu'on a changé de système informatique. Au contraire, je considère que c'est à eux de s'y adapter. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, en fait, voient tout ça comme un challenge et une évolution positive, hein, bien sûr. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas obligatoirement le clivage jeune-vieux. Personnellement, j'ai 56 ans, je ne me sens pas moins geek que certains des juristes qui en ont 28. Et dans la mise en place des outils digitaux, notamment celui de Legal Suite, je vous assure que les résistances à ce changement n'ont pas du tout suivi la pyramide des âges. On en reparlera ensuite. Très bien. Évidemment, chez Legal Suite, nous partageons le point de vue que la digitalisation doit être au service des départements juridiques et on évoque sans cesse le juriste 2.0, 3.0, 4.0, peu importe, à la limite. On est bien conscient que l'outil de digitalisation, c'est un moyen pour servir le quotidien et répondre aux enjeux. Et justement, est-ce que vous pouvez concrètement nous donner quelques exemples d'opportunités qui sont créées justement par la digitalisation? Au-delà de ce qu'on vient de dire, qu'effectivement, la digitalisation nous permet d'être plus efficaces, de gagner en productivité, parce que c'est véritablement pour moi les maîtres mots. À part la valeur ajoutée qu'on rajoute, enfin, sur laquelle on peut se focaliser aussi, sur la création de valeur, je dirais aussi qu'à partir du moment où on gagne du temps, la digitalisation, même si ça peut paraître paradoxal, ça nous permet aussi de mettre l'humain au centre, en fait, au centre de tout ce qu'on fait. Hein, donc, même si ça peut paraître paradoxal parce qu'on parle des outils digitaux, etc., et finalement, on revient à l'humain. Mais je suis persuadée que c'est important, déjà, de mettre l'humain au centre de toutes nos relations au travail. Et ça nous permet de se rapprocher davantage des autres. Hein, par exemple, nous, juristes, Eric, il le sait très bien, on est des professionnels du droit, des opérationnels, je dirais, du droit, mais c'est très important de bien comprendre les enjeux de l'entreprise, parce que ça ne sert à rien de maîtriser les droits si on ne sait pas l'appliquer, en fait. Donc, c'est très important d'avoir les temps, et c'est donner les temps, de passer du temps avec les opérationnels pour bien comprendre les enjeux d'un business, hein, pour mieux appliquer les droits et trouver des solutions qui sont pertinentes. Donc, la digitalisation aussi, ça nous permet justement, parce que c'est un gagne-temps, de se focaliser sur d'autres sujets qui sont des sujets plus humains, avec des conséquences après dans la manière de travailler et pour fournir un travail plus pertinent, d'une qualité plus importante. Hein. Après, quelques exemples de digitalisation, moi je dirais, dans notre vie au quotidien, par exemple, la gestion contractuelle, hein, avec les outils digitaux, ça s'avère indispensable. Hein. Donc, moi aujourd'hui, je ne peux pas concevoir de ne pas utiliser des outils digitaux pour la gestion contractuelle. En quelques clics, on peut avoir accès à toute la base contractuelle, à tous les contrats, à toutes les échéances, à identifier tout de suite les termes les plus importants d'un contrat, avoir des reportings, enfin, c'est vraiment quelque chose, et de n'importe où d'ailleurs. Donc ça, c'est une application pratique qui est, quand on brasse beaucoup de contrats, c'est essentiel en fait. C'est vraiment très important de mon point de vue, me semble-t-il. Alors, deux commentaires. Le premier par rapport à ce que vous venez juste de dire, Anna, bien évidemment, je suis évidemment d'accord. Quelles applications? Ben, évidemment, droit des sociétés, droit des contrats. Droit des sociétés, en ce qui nous concerne, on gère ou on suit 500 sociétés à peu près. Donc, évidemment, si on les gérait à l'ancienne, avec des armoires, avec des papiers, avec des classeurs, on s'en sortirait jamais. De même pour la tenue des conseils d'administration et des assemblées générales, on est obligé d'en tenir encore quelques-uns. Si on n'avait pas des capacités à les tenir en visioconférence, en audioconférence, avec une capacité à partager des documents, eh bien évidemment, ce serait très bien. Je ne vous cache pas que pour l'instant, on est un peu bridé sur un point à ce propos, c'est que j'aimerais bien mettre en place des outils de digitalisation des tenues de conseil d'administration et d'assemblée. Il y a plusieurs produits sur le marché qui permettent, au lieu de s'asseoir en table de conseil
avec des tas de paperasses, ben, on se retrouve avec une simple tablette, hein, sans faire de pub, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, des tablettes, hein, voilà. Et avec cette tablette, non seulement vous n'avez plus de papier, mais surtout, vous êtes administrateur et vous êtes capable d'obtenir en temps réel la modification à tel chiffre, que comme d'habitude, on a pris un quart d'heure avant l'ouverture de la réunion. Vous vous rendez bien compte que s'il fallait rechanger les 22 dossiers de 50 pages de chaque administrateur, on n'y arrive pas, alors que si on peut le changer sur place, ce serait bien. Mais je ne vous cache pas qu'on a un petit blocage culturel avec certains de nos administrateurs qui n'ont pas du tout envie d'entrer là-dedans. Donc, l'opportunité, si vous voulez, elle n'est pas du tout technologique. Les produits, l'opportunité technologique, elle existe déjà depuis plusieurs années. Elle est plutôt maintenant culturelle et humaine. Et de manière globale, c'est important ce que Anna a dit tout à l'heure. Vous avez dit que finalement, l'humain et le techno sont toujours, enfin c'est comme ça que j'interprète ce que vous avez dit, l'humain et le techno sont toujours interdépendants finalement, ils sont liés l'un à l'autre et il n'y a pas de techno sans humain. Le meilleur produit du monde, s'il n'est pas d'une part accepté en amont et d'autre part bien utilisé humainement, franchement c'est de l'argent jeté par la fenêtre dans ce cas-là. On comprend bien que l'humain et la technologie sont forcément liés. Justement, comment elle doit se positionner aujourd'hui la direction juridique par rapport à la digitalisation, à la fois sur les relations que ce soit en interne avec vos clients internes, mais aussi avec vos relations externes? Déjà, la digitalisation implique quand même une transformation humaine et de l'organisation. Donc, ça implique des changements. Il y a toujours parfois des réticences au changement, comme disait tout à l'heure Eric, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on aille tous dans l'essence de ces changements. Et aujourd'hui, effectivement, les juristes se placent, comme on disait tout à l'heure, en tant qu'opérationnels du droit. En fait, je dirais même quand on parle des business partners, c'est déjà, de mon point de vue, un tout petit peu dépassé. On est des facilitateurs des business. En tout cas, il faut que ça soit notre ambition, donc de faciliter davantage les business. Et pour assister davantage les business qui va très très vite, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit agile. Maintenant, c'est un terme très à la mode, mais c'est en réalité, tout va très vite. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on soit au milieu de l'engrenage. On est au milieu de chacun des dossiers qu'on gère. Comme disait tout à l'heure Eric, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on est beaucoup plus visible, mais tant mieux, parce que ça rend justement les métiers beaucoup plus challenging, beaucoup plus intéressant. Ça motive davantage les équipes. Donc, il faut vraiment qu'on devienne des opérationnels du droit, opérationnels du droit. Donc, et puis qu'on facilite, dans la mesure de nos possibilités, les business. Et encore une fois, les solutions de type digital peuvent aussi apporter en partie une réponse à ces besoins. Alors, en termes de positionnement, je vois sur la partie positionnement de la direction juridique par rapport à l'entreprise et à ses autres fonctions. En fait, il me semble qu'on est parti avec un petit handicap qu'on a rattrapé. Le handicap, c'est que jusqu'à une période récente, les principaux produits informatiques, logiciels et puis au-delà, étaient principalement en place déjà sur des fonctions importantes, comme tout ce qui est fonctions opérationnelles, donc des logiciels opérationnels. Dans notre partie, par exemple, c'était des logiciels de transport, de bout en bout, qui sont en place depuis très longtemps. Et puis, des logiciels financiers, de comptabilité, de gestion financière, de gestion de flux, etc. Donc, paradoxalement peut-être, mais en tout cas de manière assez forte tout de même, les produits de digitalisation juridique sont intervenus, à mon avis, bien après, bien en retard en fait, par rapport à ces produits informatiques, opérationnels ou financiers. Et d'ailleurs, ce n'était pas obligatoirement plus mal parce qu'on s'est calqué un petit peu sur des méthodes de travail, on a appris ce que c'était que monter un projet opérationnel ou financier en travaillant avec nos collègues opérationnels et financiers. Et jusqu'à peut-être une vingtaine d'années, l'idée même d'avoir un accompagnement digital à la fonction juridique était un petit peu saugrenue, mais pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Enfin, disons, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet. Et donc, je trouve qu'une digitalisation sans Internet me semble impossible à imaginer, parce qu'une digitalisation comprend intégrer à ça une communication, une transmission qui peut se faire que par un réseau Internet.
Donc, au niveau positionnement, on a du retard, mais on s'est rattrapé. Et on se rattrape même tellement qu'il arrive très souvent maintenant que des produits qui soient mis en place par les directions juridiques soient ensuite, j'allais dire, utilisés, en tout cas, par d'autres directions. Alors qu'encore, il y a 20 ans, c'était plutôt l'inverse. Les juristes, on était un peu à la traîne, on essayait de voir ce que faisaient les autres. Aujourd'hui, on a mis en place des produits de digitalisation chez nous. Et on a ouvert les accès à ces systèmes à des non-juristes à leur demande. Donc ça veut dire, en résumé, on avait un petit handicap, mais j'ai l'impression qu'on l'a bien rattrapé. C'est parfait. Vous anticipez d'ailleurs ma prochaine question qui est de rentrer, je dirais, directement dans le côté opérationnel. Vous avez été acteurs tous les deux de la digitalisation dans vos sociétés respectives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes solutions que vous avez mises en place au sein de vos départements ? De mon côté, depuis une dizaine d'années, environ 12-13 ans, on a des solutions digitales, hein, comme je disais tout à l'heure, pour la gestion contractuelle et aussi pour la partie droit des sociétés. Comme disait Eric tout à l'heure, quand on a beaucoup de filiales, enfin nous, on en a moins que vous, Eric, on a environ 150 filiales opérationnelles, c'est déjà pas mal. Effectivement, les outils digitaux, enfin, c'est inimaginable de travailler sans, quoi, hein, donc c'est vraiment essentiel. Donc, en l'occurrence, la solution digitale pour la gestion contractuelle et les droits de société, ça a été Legal Suite, hein, depuis environ 12 ans. Il y a un an environ, on a migré vers Galaxy, hein, qui est la solution upgradée, on va dire, des Legal Suite. Et puis, par ailleurs, nous avons aussi digitalisé tout ce qui est documentation par rapport au conseil d'administration des CFAO, hein, justement pour éviter d'avoir des tonnes de papiers. Donc, la solution que nous avons retenue, qui marche très bien, qui est Diligent Board, hein, donc ça facilite énormément la tenue des conseils. Économiser du papier, envoyer l'information tout de suite, pouvoir la modifier à tout moment, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Hein. Par ailleurs, nous venons de mettre en place aussi la signature électronique, hein, pas uniquement sur un plan juridique du terme, c'est-à-dire pour signer à distance les contrats avec nos partenaires, mais aussi, j'ai tenu aussi à la mettre en place pour la signature des documents en interne, hein, pour lesquels on n'a pas besoin du côté juridique de la signature électronique, mais qui nous permet justement d'arrêter avec les 10 000 paragraphes qui se promènent dans la nature tous les jours. Donc, pour arrêter un tout petit peu le papier. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place. Hein, la solution qui est retenue est DocuSign. Hein, il n'y a pas 10 000 opérateurs en matière de signature électronique aujourd'hui. Et on l'a fait par les biais justement des Galaxy, hein, pour faire en sorte à ce que les juristes puissent utiliser avec les mêmes outils plusieurs fonctionnalités. Hein, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait récent. Et puis, par ailleurs, on est en train de mettre en place maintenant, on vient de finaliser la mise en place d'une formation juridique en matière des droits des sociétés qui est 100% digitale. L'objectif, c'est de sensibiliser davantage les DAF de nos filiales et les managing directors. C'est destiné à ce qu'on appelle en interne les leadership group, donc les personnes qui sont plus confrontées aux problématiques juridiques au quotidien, pour leur donner un vernis plus important sur ces aspects-là. Et c'est véritablement une formation digitale à 100% avec plusieurs modules, plusieurs vidéos qui peuvent être visualisées à tout moment. Chaque module s'est conclu avec un quiz pratique à la fin, justement pour asseoir davantage les connaissances, enfin ce qu'ils ont pu apprendre en visionnant la vidéo. Donc ça, c'est la dernière chose côté digital, on va dire, qu'on vient de mettre en place. Et pour l'instant, les quelques retours qu'on a, c'est positif. Hein, c'est très positif. Très bien, merci. Monsieur Amar, de votre côté? Ouais. Alors de mon côté, d'abord Anna, j'ai bien noté que vous avez avec succès pu mettre en place les solutions de traitement des conseils d'administration de manière digitale. Donc ça, je vous rappellerai plus tard pour vous demander votre retour plus précis parce que j'ai besoin de convaincre. J'aurais besoin de convaincre puisque de notre côté, je vous ai dit, on a essayé mais on a un peu de mal. Alors sur les solutions digitales, d'abord. Comme on disait tout à l'heure, la digitalisation, en fait, ce n'est pas un but en soi, ça dépend d'un contexte et ça dépend d'un besoin.
Dans le cas de Bolloré, j'ai eu beaucoup de chance parce que nous avons directement été obligés de digitaliser plus vite, ou plutôt d'harmoniser une digitalisation, à l'occasion d'une fusion interne de deux divisions qui étaient opérationnellement différentes, avec deux directions juridiques. Et il y a 5 ans, ces deux divisions ont été fusionnées, les dirigeants ont été fusionnés, si je puis dire, et donc les directions juridiques ont été fusionnées, elles ont été regroupées. Et ça a été, c'est toujours compliqué, bien sûr, mais ça a été une chance incroyable, parce que ces deux directions juridiques qui étaient séparées géographiquement et qui étaient séparées, elles étaient aussi séparées en termes de système. Chacune avait son petit système. L'une avait un système maison bricolé avec la direction des services informatiques, et l'autre avait acheté un petit produit, une petite base de données à l'extérieur. Lorsque j'ai repris la direction des deux, je me suis posé la question de comment je ne me suis pas demandé comment j'allais digitaliser. Je savais que j'allais digitaliser un peu plus. Mais je me suis demandé surtout qu'est-ce que je devais faire en termes de digitalisation pour arriver à mon but. Mon but, ce n'était pas de digitaliser en tant que tel. Mon but, c'était d'arriver à fusionner des équipes différentes. Et mon hypothèse de départ, ça a été que pour fusionner deux équipes, il faut 2 conditions au moins. Si possible, avoir une unicité géographique, c'est-à-dire que les deux soient au même endroit et qu'elles puissent se parler physiquement. Ça me semblait être quelque chose de très important. Et la deuxième chose, c'est que les systèmes d'exploitation et d'information puissent se parler. Et donc, j'ai décidé d'acheter un système à l'extérieur, Galaxy en fait, qui m'a semblé être le mieux à même d'être conforme à mon besoin. Et pour ceux qui ont besoin de se développer là-dedans, en fait, il n'y a pas obligatoirement de bon ou de mauvais système. Il y a des produits sur le marché avec quelques éditeurs de très bonne qualité, dont Legal Suite. Mais en fait, ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas de savoir quel est l'éditeur ou quel est le produit. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce que je veux faire avec. Il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. Il y a un produit adapté ou pas adapté. Ou pas. Et donc, je me suis servi de cette démarche pour fusionner ces deux directions juridiques. Et j'ai lancé il y a 5 ans une démarche de digitalisation dont la première marche, c'était Galaxy. Mais ça m'a pris 3 ans. Alors, ça nous a pris 3 ans à peu près, hein, tout compris. Hein. Mais la deuxième marche, c'est cette histoire de conseil d'administration virtuel que j'arrive pas à mettre en place pour l'instant, pas du tout en fonction des produits. Il y a des très bons produits, mais parce que culturellement, c'est compliqué. Et puis, il y a d'autres produits, la signature électronique, bien sûr. Alors ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'on l'a mis en place et ça marche très, très bien. Et comme vous, Anna, on s'en sert d'une part pour la signature de documents officiels, mais aussi tout bêtement pour signer des factures d'avocats ou de prestataires quelconques. Voilà, je suis en congé, je suis en vacances, je ne suis pas chez vous, je ne suis pas au bureau, je peux signer les factures en temps réel avec ces produits-là. Donc voilà. Mais en fait, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est quelque chose de si grave que ça, mais c'est très important de comprendre quel est le produit qui vous va bien. Et en ce qui nous concerne, oui, c'est vrai qu'on a pris la version de Galaxy, mais sur laquelle on a beaucoup travaillé. Si vous voulez, on y reviendra, mais sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui est en place aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Alors, c'est vrai que tout projet de digitalisation prend un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous offrir un retour d'expérience sur les difficultés auxquelles vous avez dû faire face et également si vous avez quelques best practices à proposer à notre auditoire? Effectivement, enfin, il y a quand même des difficultés dans la mise en place de ces outils. Il faut pas se mentir, hein, même si ça en vaut la peine. Il faut quand même en être conscient quand on s'élance concernant ce type de projet. Donc, évidemment, la première difficulté à la base, c'est les temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Concilier les temps courts et les temps longs. C'est la première difficulté, je dirais, à la base. Surtout pour des directions juridiques d'une taille plus réduite. Moi, la mienne, on est 9 juristes, elle est quand même plus petite que la vôtre, Eric. Donc, effectivement, ça donne une complexité, je dirais, des traitements supplémentaires. Après, effectivement, il faut vendre la solution à l'interne. Il faut vendre la solution à l'interne parce qu'il faut dégager du budget, ce qui n'est quand même pas les moindres non plus. Et aussi, il faut vendre la solution, pas uniquement vis-à-vis des juristes, mais aussi éventuellement d'autres opérationnels qui vont pouvoir avoir accès à ces solutions. Donc, il faut vendre. Bon. Après, évidemment, une difficulté aussi, c'est, on en a déjà parlé, mais c'est en réalité, c'est de faire en sorte à ce que les juristes puissent adhérer.
Parce que combien même eux, ils vont être les principaux bénéficiaires, dans un premier temps, ils vont être aussi les principaux contributeurs. Hein. Donc, il faut quand même obtenir l'adhésion des juristes. Ensuite, bon, puisqu'il faut créer une équipe de travail, il faut quand même dénicher les juristes avec une fibre digitale plus poussée. Hein. Il faut identifier les personnes qui sont plus à même, justement, de mener à bien les projets. Et puis après, c'est dépasser un tout petit peu ses peurs, ses habitudes, bonnes ou mauvaises, de manière individuelle et de manière collective. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire, en quelque sorte, c'est la conduite du changement. Hein. Donc ça, il ne faut pas les négliger comme difficulté. C'est une difficulté qui est certaine. Hein. On peut tout à fait la dépasser, mais on va sûrement être confronté à ces difficultés. Hein. Et puis ensuite, je dirais, quand on est en train de gérer des outils digitaux, et c'est important aussi de faire en sorte à ce que les juristes, enfin les utilisateurs de manière générale, puissent utiliser l'outil de manière homogène. C'est comme si vous aviez la voiture la plus performante du monde, si vous êtes au volant et vous ne savez pas vous en servir, ça ne sert à rien. Hein. Donc, il faut mettre en place des petites procédures en interne pour qu'on soit tous à la même page et qu'on utilise tous l'outil d'une manière convenable et homogène pour éviter après des dérives qui peuvent nous coûter cher derrière. Hein. Je dirais les difficultés, en quelque sorte, pour moi, sont celles-là. Hein. C'est pas Eric, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux difficultés, avant de passer au côté un peu plus positif des choses, de la digitalisation, mais pour moi, je dirais, résumant, enfin, c'est les quelques difficultés auxquelles on va être confronté, sûrement. Ouais, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. J'ajoute juste une chose, qu'une difficulté, c'est facile à dire après, hein, mais une difficulté, en fait, c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'on en retire toujours quelque chose. Quand on est dedans, on n'est pas content, mais quand on en sort, on est tellement content d'en être sorti, d'avoir trouvé une solution, que finalement, on réécrit l'histoire. Vous savez, on dit, ah, mais finalement, c'était pas si grave que ça, c'était pas si. Voilà. On garde les côtés positifs des choses, quoi. Voilà, c'est une question de personnalité aussi. Alors, ouais, alors, bon, encore une fois, la mise en place de ces outils-là, elle dépend d'un historique et d'un contexte. Dans le contexte que je vous ai décrit tout à l'heure, j'avais de toute manière pas le choix. Il fallait que je mette un système commun pour fédérer des équipes qui, à mon avis, sans ce système commun, ne pourraient pas l'être. Évidemment, c'est pas seulement avec le système qu'elles vont être fédérées, hein, mais c'était un outil pour moi indispensable et puissant pour ça. Du coup, pour moi, c'était vital, je ne vous cache pas, je vous dis vraiment les mots tels que je les ai ressentis, c'était vital qu'on puisse mettre en place un outil et que cet outil soit accepté par tout le monde. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit comment mettre tout ça en place. Et notamment, en termes de communication vis-à-vis de l'interne et des juristes, il ne fallait pas que je sois en communication agressive et il ne fallait pas que j'emploie les mots comme vital, obligatoire, impossible de faire autrement. Ça m'aurait semblé maladroit. J'ai donc fait autrement. J'ai commencé par vendre, comme vous disiez, Anna. Ben, vendre, ça veut dire convaincre. Et convaincre tout simplement que l'investissement qui sera fait, vous avez tout à fait raison, par les contributeurs, sera fait, sera dur, mais qu'ils en auront un retour sur investissement rapidement. Et ça, il faut leur montrer. Ben, ça passe par des démonstrations. Bien sûr, ça passe par des formations. Et donc, j'ai eu un double discours. Dans un premier temps, j'ai tenu des réunions mondiales, parce que je fais des séminaires mondiaux. Et une des premières réunions mondiales, moi-même et la personne que j'avais nommée comme chef de projet, parce qu'on peut peut-être y revenir si on a le temps, mais je vois que le temps passe, mais ce qui est important, c'est l'organisation du projet, évidemment. Dans mon cas, j'avais une idée, j'avais une stratégie, j'avais une volonté très claire, très ferme, très comment dire, déterminée, mais je souhaitais être secondé par un chef de projet. En l'occurrence, c'était une chef de projet qui était une de mes adjointes de l'époque, qui était directrice juridique, enfin responsable juridique d'une partie, et qui, elle, était complètement geek. Donc, elle était à fond dans tout ce qui était techno, mais au niveau de la façon dont c'est fait. Moi, j'étais à fond dans ce qui était techno, mais je voulais le résultat. Le pourquoi, le comment, ça ne m'intéressait pas. Donc, on s'est très bien complété. J'ai nommé chef de projet, ça lui convenait très bien. Elle était ravie. Ça lui a permis de se valoriser, d'être mieux connue, etc., en France et à l'étranger, parce qu'on a des juristes partout. Et donc, c'est elle qui a commencé à étudier les produits, puis à les vendre. Cette vente, en fait, a été vraiment une vente, au sens où, dans un premier temps,
je n'ai pas présenté la solution comme quelque chose d'obligatoire. Je l'ai présenté comme une avancée par rapport à des gens qui n'ont rien. Et en fait, je n'ai pas eu trop de mal parce que tout à fait franchement, à chaque fois que vous mettez en place un produit un peu nouveau, et en tout cas un peu récent, plus exactement, de toute manière, vous êtes bien parce que par rapport à ce que les gens ont, s'ils sont à peu près intelligents, ils vont comprendre qu'ils vont y gagner. Et encore mieux, dans certaines contrées, dans certains endroits où il n'y avait rien du tout, et bien évidemment, ça a été très facile à vendre puisqu'on leur a dit, ben, aujourd'hui, tu n'as rien, demain, tu auras quelque chose, donc tu y gagnes. Et donc, tout le monde a adhéré. Cette adhésion, elle s'est faite pas à pas, en 3 ans, hein, par d'abord un discours au début vendeur, pas obligé, faites comme vous voulez, vous allez voir, vous allez voir. Et puis au fur et à mesure qu'on a mis en place, on a eu un discours plus autoritaire, dans lequel maintenant, il m'arrive très souvent de faire des rappels à l'ordre, mais officiels et autoritaires, à, je sais pas, à 50, 60 personnes à la fois, hein, pour expliquer, voilà, ça va pas, là, vous n'avez pas bien saisi le truc, vous n'avez pas fait remonter les documents, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, on est passé gentiment d'un discours de vente pure à un discours de dirigeant, si vous voulez, et de dirigeant obligatoire, c'est-à-dire avec une démarche obligatoire. Et ça, j'ai l'impression que les gens s'en sont pas aperçus, je t'en tire une grande fierté, les gens ne sont pas aperçus parce qu'en fait, ils ont été entraînés dans ce flot, et maintenant, alors qu'ils avaient l'impression d'avoir un choix au début, aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Mais si j'avais vendu en leur disant tu dois le faire parce que tu n'as pas le choix, ben, je n'aurais rien vendu du tout. On aurait eu des grandes résistances. Donc aujourd'hui, c'est un succès pour ça. Mais je dois dire, et je terminerai par là, je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai eu, hélas, 2 types de réactions, les Français et les autres. Les Français ont été résistants. Ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps, j'arrive pas à créer les dossiers, d'ailleurs, j'y comprends rien, et puis c'était mieux avant. Voilà. Et tous les autres, et beaucoup, 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 je dois rendre hommage à nos amis en Afrique et en Asie, qui, pour des raisons d'ailleurs parfois opposées, ont sauté à pieds joints dedans, et ils ont accepté la chose tout de suite, mais avec des grandes difficultés. Il y a des pays, notamment en Afrique, où vous n'avez pas Internet. Où il y a des pays où les salariés n'ont pas tous un ordinateur. Il y a des pays où le téléphone est uniquement portable. Enfin bref, voilà. Malgré ça, ils ont sauté à pieds joints dedans et ils ont couru. Ils ont marché, ils ont vraiment supporté le truc. Et donc, en résumé, il faut avoir une idée, une volonté, une façon de vendre et surtout une équipe projet. Et dans l'équipe projet, on avait 3 personnes à Paris et 3 personnes à l'étranger. Une à Singapour, une à Johannesburg et une à Abidjan. Oui, mais je vous rejoins, Eric, par rapport aux facteurs clés de la réussite. Enfin, je vous rejoins complètement. Et déjà, effectivement, la première chose à faire, c'est d'identifier les besoins, hein, qui sont nos besoins, parce que les besoins de chaque direction juridique, ce ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas digitaliser parce que c'est à la mode. Hein. Enfin, il faut digitaliser de manière réfléchie. Il faut que ça puisse répondre à un besoin. Et c'est une fois qu'on a compris les besoins qu'on va pouvoir identifier l'outil qui est le plus pertinent, qui va pouvoir répondre à ces besoins. Mais il ne faut pas juste digitaliser parce que c'est à la mode. Parce que ça, on le voit aussi, hein, et pas que pour les directions juridiques. Hein. Donc, il faut les faire de manière réfléchie. C'est après ce que vous disiez, Eric, là, je vous rejoins complètement. Il faut travailler en mode projet. Hein. Donc, il faut créer une petite équipe de travail au sein de la direction juridique, mais aussi, il faut trouver des alliés, si je me permets, dans les services informatiques. Hein, donc, parce qu'il y a parfois des sujets un peu trop techniques qui peuvent vite fait nous dépasser. Il nous faut quand même des collègues au service informatique qui vont pouvoir nous aider, nous épauler pour les aspects un peu plus techniques. Hein, donc, ça, c'est important aussi de trouver des alliés. Et évidemment, les clés pour moi du succès, ou à l'inverse de non-succès, c'est de faire en sorte à ce que les juristes adhèrent. Hein. Et pour ça, il faut les associer à la démarche dès le début en fait, du projet. Il ne faut pas qu'ils s'appliquent parce que c'est les responsables qui les demandent, il faut qu'ils s'adhèrent par conviction en fait. Si on arrive à faire en sorte à ce qu'ils s'adhèrent par conviction et pas par obligation, on aurait déjà tout réussi. Si, à l'inverse, s'ils ne s'adhèrent pas, les projets, il est mort-né, quoi. Hein. Donc, pour moi, c'est un élément, mais véritablement clé. Et les dernières, pour finir là-dessus, c'est la formation qui vient après. Parce que souvent, la prévente, ce que j'appelle la prévente, une fois qu'on a
identifié les besoins, qu'on a choisi l'outil qui est convenable, qu'on a obtenu l'adhésion des juristes, il faut que ça puisse vivre dans les temps. Donc, il faut faire en sorte à ce que les juristes puissent être formés, que tout le monde se sente à l'aise dans l'utilisation. Et souvent, malheureusement, cette partie-là, après-vente, est négligée. Or, c'est essentiel. Donc, à quoi ça sert de lancer tout ce type de projet, d'avoir les meilleurs outils sur les marchés qui répondent parfaitement bien à nos besoins, si finalement, on n'arrive pas à assurer l'après-vente. Donc, ça, voilà, j'ai petit point d'attention parce qu'encore une fois, c'est souvent négligé à tort, de mon point de vue. Ouais, on comprend bien qu'au-delà de… Monsieur Amar. Pardon. Juste deux petits mots. D'abord, sur la notion d'allié, j'adhère bien sûr, évidemment, complètement. J'ajoute qu'un allié qui était un allié en amont, c'est la direction générale. C'est-à-dire que c'est quand même elle qui vote le budget, en fait, qui vote la décision d'investissement. Donc déjà, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas bien. Une fois que vous avez ça, ça ne suffit pas. Il ne faut pas simplement qu'ils signent un chèque. Il faut surtout qu'ils aident, qu'ils mettent leur poids dans la balance aussi pour montrer l'engagement de l'entreprise. Et donc, le lancement du produit, en fait, en l'occurrence c'était Galaxy, le lancement du produit a été bien sûr lancé par nous-mêmes au niveau des juristes, mais j'ai écrit une note que notre direction générale, le président et les 2 directeurs généraux ont signé et ont envoyé à une population d'à peu près, je ne sais pas, 200 personnes peut-être, sous leur signature. Et évidemment, ça aide aussi. Ça aide aussi, pas tellement sur l'aspect autoritaire de la chose, ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question d'adhésion, en fait, de montrer que c'est un projet d'entreprise et ce n'est pas la lubie d'un directeur juridique dans son coin. Et dernière chose, évidemment, Anna, vous avez tout à fait raison sur la formation. Juste le point que je voulais ajouter, c'est que chez Bolloré, on a décidé que la formation, l'après-vente, en fait, serait faite par l'équipe projet elle-même. C'est-à-dire qu'on a eu la formation de la part de Legal Suite et on a eu des formations de formateurs, si je puis dire. Et ensuite, nous avons choisi d'envoyer les gens. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça coûtait moins cher. Et la deuxième, qui était aussi importante que la première, c'était que ça nous permettait d'implanter encore mieux, de mettre encore plus l'empreinte de la direction juridique centrale sur les divisions et sur les juristes locaux, qui étaient capables à ce moment-là, on était capable de leur parler le langage qu'ils connaissent par leurs collègues de l'interne, si vous voulez. Et ça a très, très bien marché, très, très bien marché. Mais comme vous disiez, Anna, il faut mettre beaucoup de temps là-dedans. Et c'est ça, en fait, c'est finalement le seul vrai problème. C'est pas faux. Très bien. Et l'énergie. L'énergie. Merci. Merci pour ce feedback qui est très intéressant. C'est vrai qu'on comprend qu'au-delà de l'outil qui doit bien évidemment répondre aux enjeux, il y a un aspect conduit du changement au sens large, je dirais, qui englobe à la fois la vente de la solution en interne, l'adhésion, le sponsor, qui doit surtout ne pas être négligé pour que l'outil, au final, soit utilisé. Donc ça, on comprend bien cette partie. Donc vous, de votre côté, vous avez implémenté déjà des solutions. Si on évoque l'avenir, quels sont les sujets d'avenir pour vous, ou tout du moins, je dirais, ce qui peut vous faire rêver pour l'avenir? Enfin, moi, je dirais, aujourd'hui, ce qui me fait plus rêver, pour reprendre votre terme, et je suis vraiment curieuse, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, en fait. Donc, Auric parlait tout à l'heure d'un tournant avec l'arrivée d'Internet. Moi, je pense que les prochains tournants dans les métiers de droit, et pas que les métiers de droit d'ailleurs, mais ça va être l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ça reste un peu conceptuel pour l'instant, en tout cas pour la partie qui me concerne. Donc, c'est pour ça que je suis curieuse de voir quelles sont les solutions qui vont pouvoir être proposées, parce que souvent, dans ce type de sujet, quand on a compris la solution, à quoi ça sert, finalement, on s'est dit, ah bah tiens, j'avais un besoin et je ne le savais pas. Tant qu'on ne sait pas qu'il y a une solution à un besoin, parfois, on n'arrive même pas à identifier les besoins. Donc là, je pense que l'intelligence artificielle, ça va nous ouvrir à un nouveau monde des possibilités. Encore une fois, aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de mal concrètement à visualiser la chose, mais je pense que c'est ça ce qui va marquer les prochains tournants dans la fonction juridique. Donc là, j'attends beaucoup. Après, effectivement, tout ce qui est outils collaboratifs, les travaux collaboratifs, justement avec nos collègues qui se trouvent un tout petit peu partout dans le monde, les solutions collaboratives comme les SharePoint et compagnie. Nous, on travaille actuellement depuis un petit moment là-dessus.
Donc ça, c'est important aussi pour pouvoir se connecter à tout moment, être moins dépendant des mails, hein, pouvoir avoir une traçabilité aussi des sujets. Les Africains, comme tu disais tout à l'heure, nos collègues africains, Eric, sont très demandeurs et pour cause. Donc, il faut qu'on arrive à apporter des solutions du genre pour faciliter justement les échanges avec nos collègues, y compris nos collègues non juristes. Et après, je dirais, l'avenir aussi, pour revenir un tout petit peu à une des priorités, à mon sens, qui est de rendre les droits plus accessibles. Justement, j'aimerais bien quand même mettre en place des petites vidéos un peu plus fun, donc de quelques minutes, histoire d'attirer plus les gens vers les droits de manière un peu plus ludique. Ça permet aussi d'époussiérer un tout petit peu la fonction juridique, de faire savoir davantage notre savoir-faire, ça ne mange pas de pain, et de les rendre encore plus visibles, plus opérationnels. Je dirais, ça fait partie des sujets que j'ai un tout petit peu en tête, mais surtout, je dirais, l'intelligence artificielle, ce qui va être véritablement, me semble-t-il, un tournant dans nos professions. Oui, tout à fait, pas grand-chose à ajouter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lancé une stratégie de digitalisation depuis 5 ans. Cette stratégie, pour l'instant, ne s'est matérialisée en termes d'outils que par Galaxy. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce que j'avais en tête, c'était plusieurs autres étapes. J'ai d'ailleurs chargé une ou deux juristes dans ma direction d'explorer ces choses-là de manière très ouverte. D'une part, bien sûr, la digitalisation des conseils d'administration. Là-dessus, on n'est pas du tout aussi avancé que vous, Anna, sur le sujet, pour les raisons que je vous ai dites. Et là, c'est plutôt un travail de persuasion et de lobbying interne, plus qu'un travail de recherche technologique. Il y a bien sûr toujours les tartes à la crème, mais qui me semble importante, qui est arriver à comment dire, rationaliser la revue contractuelle. On revoit entre 500 700 contrats par an. C'est très bien. Est-ce qu'on pourrait les revoir de manière plus intelligente, moins répétitive? Et je fais le lien entre ces projets de digitalisation et la gestion humaine. C'est-à-dire que des juristes qui font 98% de leur temps en contrat, ils craquent, ils ne tiennent pas, ils en ont assez. Ils trouvent que c'est répétitif, ils trouvent que c'est débilitant, ils trouvent que ce n'est pas intéressant, ils sont débordés, ils ne vont pas voir les clients, ils ne sont pas contents. Et donc, il y a plein de raisons qui font qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut arriver à être plus productif au bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir quelqu'un avec Bac+7 pour travailler 3 heures sur un accord de confidentialité. C'est ridicule, ridicule. Donc ça, il faut arriver à avancer là-dessus. Ce n'est pas gagné d'ailleurs et il faut y arriver. La troisième chose, ce serait, mais qui est liée à la deuxième, ce serait de mettre en place, j'aime bien moi, le concept de chatbot en fait, c'est-à-dire que la demande de services juridiques soit faite complètement digitalisée finalement et que tant qu'à faire, que cette demande donne lieu, dans certains cas simples, à une réponse directe, quitte à ce que ce soit ensuite un petit peu aiguillé ailleurs. Ça me semble intelligent, ça me semble intéressant. Et enfin, deux dernières choses. Une sur laquelle je suis un petit peu plus circonspect, mais c'est peut-être parce que je ne connais pas bien, c'est tous les outils de justice prédictive. Si je comprends bien, je ne sais pas vous, Anna, mais moi, je suis complètement assiégé par des tas de gens qui veulent me vendre des tas de choses, et notamment des gens qui veulent me prouver que si on leur donne en PDF la totalité de l'assignation de notre adversaire, puis ses premières conclusions et nos conclusions en réponse, il paraît que certains outils vont vous dire, voilà, en fonction de l'argumentation de l'un, de l'autre, à ce stade du tribunal de commerce, par exemple, vous avez 82,8 chances de gagner et puis 19,1 chances de perdre. Voilà. Donc, si c'était possible, ce serait miraculeux et j'en serais ravi. J'en doute un peu, mais j'estime qu'il faut quand même pousser. Et enfin, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle pompeusement, mais que je trouve très sympa, ce qu'on appelle le legal design. Et vous l'avez abordé, Anna, tout à l'heure indirectement, c'est le fait d'arriver à mieux, marketer notre réponse de juriste, en fait. Donc, vous avez un contrat, vous avez une présentation à faire, et vous avez des boîtes qui font du legal design, souvent détenues par des anciens juristes, d'ailleurs, qui, paraît-il, vont vous cracher non pas un PowerPoint bâté méchant, mais quelque chose qui va être, j'allais dire, comestible par un opérationnel. Ça peut être intéressant. Voilà, quelques pistes. Très bien. Merci pour cette prospective, je dirais. On arrive tout doucement au terme de notre échange qui aura été enrichissant pour
moi, et je l'espère pour notre auditoire également. Je tiens à vous remercier pour cet échange au cours duquel on a eu l'occasion de dresser un premier constat, je dirais, sur le niveau de digitalisation de nos équipes juridiques, d'évoquer les challenges, mais aussi les difficultés qui sont inhérentes à chaque projet. Et ça nous a surtout permis d'avoir votre vision et votre retour d'expérience sur la mise en place de ces sujets. Alors c'est vrai que comme un peu publicité ne fait pas de mal, sachez qu'aujourd'hui, Legal Suite, c'est l'outil du quotidien, mais c'est aussi l'outil de l'avenir. On évoquait un certain nombre de sujets autour du collaboratif, de l'intelligence artificielle, de la dématérialisation des conseils d'administration également, de la partie chatbot. Sachez que c'est des sujets sur lesquels nous ne faisons pas que travailler, c'est des sujets qui sont déjà live actuellement. Et donc j'encourage tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations à se rendre sur le stand Legal Suite pour contacter nos conseillers qui seront ravis d'échanger avec eux sur les différents sujets. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon après-midi et surtout un grand merci à tous les deux pour ces échanges. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.